Bonsoir, vous êtes en direct sur ce live, ce débrief de notre rendez-vous pour la présidentielle avec Fabien Roussel, donc le candidat soutenu par le Parti communiste, le candidat soutenu et le secrétaire national communiste français. Vous avez l'occasion de dialoguer avec lui, de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct, hein? Oui, Fabien pardon, Roussel. excusez-moi. Non, Oui, mais il n'y a pas de bonjour. problème, hein. Vous allez bien? L'ambiance est bonne, oui, oui. Ça vous a plu d'ailleurs, ça vous a plu de rencontrer des chefs d'entreprise? On sait qu'ils sont quand même pas totalement majoritaires dans vos meetings, ni parmi les militants de votre parti. Vous les avez trouvés comment? Mais géniaux, et on parle souvent, d'ailleurs je rencontre régulièrement les chefs d'entreprise qui me nourrissent aussi de leurs difficultés, de leurs problèmes. Ah, on vous entend plus là. On vous entend plus. Non. En tout cas, moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous êtes... Ah, là, excusez-moi, on a voilà. été coupé. Oui, on a été coupé. Voilà. C'est les joies du direct. Voilà. Mais en Donc, fait, oui. dès que je vois que ça va se mettre en veille, je vais appuyer comme ça avec mon doigt parce que ça se met en veille automatiquement. Vous savez, je suis un peu écolo, je fais attention à faire des économies d'énergie avec mon téléphone. Donc oui, donc ça, vous avez l'habitude de rencontrer des chefs Je d'entreprise. rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me nourrissent. Ils me nourrissent de leurs problèmes, de leur appétit à réussir et de trouver le moyen que leurs salariés s'épanouissent au travail et que tout le monde soit heureux. J'ai bien compris ça. Vous avez dit « je crois au bonheur au travail ». Ça veut dire que d'autres n'y croient pas? Ah non, c'est pour partager cette conviction que j'ai que nous réussirons ensemble et que je n'oppose pas le travail et le capital. Je dis juste que le capital, aujourd'hui, exige un rendement qui est de plus en plus élevé et qui pèse sur les salaires, sur les conditions de travail, y compris sur la nature et l'environnement. Et donc, peut-être, c'est pas peut-être, je pense qu'il faut avoir un rendement moins élevé du capital, un meilleur partage de la richesse, de la valeur ajoutée, pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, il y a un point que vous n'avez pas abordé, ça m'a un peu surpris d'ailleurs, dans cette demi-heure que vous avez allez-y, nourri d'un certain nombre de vos projets, c'est cette idée qu'il faut, mais alors, augmenter considérablement les salaires des fonctionnaires, puisque vous dites qu'il faut revaloriser, c'est dans votre programme, hein, le point d'indice de 30%. 30%. Est-ce que vous savez combien ça coûterait au total? Ah oui, ça va coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je crois que c'est 40 à 50 milliards d'euros. Oui. C'est même plutôt 60 milliards, hein, si on croit. 60 milliards d'euros. Mais je peux vous dire une chose, ça va intéresser vos auditeurs. C'est qu'un trader, pour moi, qui gagne entre 100 et 300 000 euros, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une infirmière, par contre, une enseignante, une institutrice, une aide à domicile, ça sert énormément. Et pourtant, elles sont mal payées. C'est majoritairement des femmes d'ailleurs. Et donc, je considère que tous ces métiers essentiels, ceux du lien, ceux de la santé, ceux de l'enseignement, de l'éducation, de la propreté, de la sécurité, tous ces métiers doivent être revalorisés, de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, car ils sont essentiels et indispensables. Alors oui, ça coûtera. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais on a tellement besoin de ces métiers, de les rendre attractifs, qu'il faut dégeler ce point d'indice qui a été gelé ces 10 dernières années. Alors, juste un point quand même, 60 milliards, est-ce que vous savez combien rapporte l'impôt sur le revenu en France? L'impôt sur le revenu en France doit rapporter de mémoire entre 70 à 73 milliards d'euros. Oui, parfois 80 milliards. Et la TVA, c'est 100 milliards. Non, mais c'est juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut augmenter. C'est 60 milliards, c'est tous les ans. Hein, et vous trouvez pas que c'est un peu... Oui, mais vous trouvez pas que c'est un peu anormal que justement ce qui rapporte le plus dans nos impôts, c'est la TVA, qui est un impôt particulièrement injuste, parce que la TVA, Bernard Arnault, il paye la même TVA que l'ouvrière, la caissière de chez Auchan. Eh ben, je trouve pas ça normal. Moi, je préfère qu'on paye moins de TVA et que l'on augmente les impôts, non pas sur le revenu des salariés, parce que nous, on paye assez, mais qu'on rétablisse l'impôt de solidarité sur la fortune. Les 358 000 foyers les plus riches, eux, ils ont eu beaucoup de cadeaux ces 5 dernières années et ils ont un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros dans les mains de 358 000 foyers. Je pense qu'eux peuvent participer plus au redressement des comptes de la nation.
C'est mon Donc, projet. C'est le donc, partage. vous proposez que les recettes de l'impôt sur la fortune dépassent les recettes de l'impôt sur le revenu? Non, je pense que l'on peut aller chercher par l'impôt sur la fortune 15 à 20 milliards d'euros. Oui, sur 1000 C'est beaucoup, milliards. beaucoup, beaucoup plus que ce que rapportait l'ISF avant qu'il soit supprimé ou plutôt remplacé par Sur, l'IFI. sur 1000 milliards. 1000 milliards de patrimoine. En prélever 20 tous les ans, il leur en restera beaucoup devant pour préparer leurs petits et s'occuper de leurs affaires, s'acheter des yachts et construire des buildings. J'ai aucun souci là-dessus. Qu'ils participent aux efforts de la nation. Et d'ailleurs, je m'attaquerai à l'évasion fiscale, à la fraude et l'évasion fiscale, parce que c'est pas les retraités, les petits retraités, les enseignants, les soignants, les infirmières qui font de l'évasion fiscale. C'est les mêmes. Les mêmes. Mais on leur a fait le cadeau de l'ISF et ils continuent de faire de l'évasion fiscale. C'est quand même incroyable, ça. Eh bien, je serai plus sévère là-dessus. Je mettrai en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. En gros, je mets fin au régime Murphy, que vous devez connaître. Ce régime Murphy qui coûte 20 milliards d'euros à la France. C'est une sorte d'évasion fiscale déguisée où l'entreprise choisit… C'est de l'optimisation fiscale, hein, c'est pas de l'évasion fiscale. Oui, bah vous savez quelle est la différence entre l'optimisation et l'évasion? Bah c'est légal et dans l'autre cas, c'est pas légal. Oui, bah pour moi, c'est donc l'épaisseur d'un mur de prison. Hein, c'est juste ça. Voilà. Et donc, effectivement, il y a de l'évasion fiscale légalisée. Eh bien, moi, je la rendrai illégale parce que ça manque au budget de l'État pour financer nos services publics et augmenter les salaires de nos enseignants, Alors, de nos il y a un infirmières. petit point, il y a aussi un petit point, je vous ai écouté attentivement, il y a un petit point que j'ai pas compris, c'est que à un moment, on a parlé, enfin, vous parliez avec les chefs d'entreprise d'une baisse des charges des entreprises de 30%. On est bien d'accord de ça? Vous voulez baisser les charges de 30%? C'est monsieur de la Bretagne, de l'immobilier, qui a résumé ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que je vais baisser des vraies charges qui pèsent sur les entreprises, les charges liées au coût de l'énergie, le gaz, l'électricité, l'essence. Je propose de réduire de 30% le coût de l'énergie des entreprises. 30%. Vous savez que chez moi, il y a des entreprises de la sidérurgie qui ont vu leur facture de gaz et d'électricité multipliée par 20. Alors oui, ils ont du mal à investir après. Je baisse la facture d'énergie. Je baisse le coût des assurances qui se gavent, y compris sur le dos de nos entreprises et de nos PME. Et je fais du prêt bonifié. C'est-à-dire que quand une entreprise empruntera 100, elle remboursera 80. C'est du prêt à taux négatif que l'État mettra en place au service des investissements de nos entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez convaincu les deux chefs d'entreprise qui vous interrogeaient? Bon, on a eu un dialogue sincère, peut-être. Et donc, voilà, je sais pas, faudra leur poser la question. En tout cas, j'ai souvent des échanges avec des chefs d'entreprise, y compris, vous savez, j'ai mené un beau combat avec les salariés, avec les collectivités, avec Xavier Bertrand. On a réussi à sauver l'entreprise Ascoval. Et d'ailleurs, le directeur, le PDG de cette entreprise, il a été choisi par les salariés. Et ils travaillent bien ensemble. Et cette entreprise, aujourd'hui, elle crée des emplois. Donc, vous savez, on peut travailler en très, très bonne entente entre les chefs d'entreprise, les salariés et des élus communistes comme moi. Alors j'attends les questions hein, de tous ceux qui nous écoutent parce que je vois qu'ils sont très nombreux, mais je vois pas véritablement de questions apparaître. J'aimerais bien quand même relayer les propos des uns des autres. Je vois beaucoup de vos militants qui ont l'air ravis de vous écouter, mais voilà, on aimerait quand même avoir quelques questions. Alors on me dit qui est la personne en face de Roussel. Alors je sais pas si c'est on parle de moi, je me représente, hein, Pierre Kupferman. C'est bien, il vous découvre. Bah oui, c'est ça, visiblement. Il y a un autre point aussi qui m'a un peu turlupiné, c'est que quand vous parliez à cette personne, chef d'entreprise de Dordogne qui produit des chaussures, vous lui disiez il faut qu'elle produit des chaussures de luxe, et on se doute que pour produire des chaussures en France, il faut être prêt à trouver des consommateurs qui sont capables de payer 200, 300, 400 euros la paire de chaussures, mais pour faire en sorte que tous les Français, tous les ménages puissent s'acheter au moins une fois par an une paire de chaussures neuves, on fait comment? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que je préfère, moi, qu'on relocalise ici une industrie pour produire en série et en nombre
des chaussures où il y aura une faible marge, et donc des chaussures accessibles à toutes les bourses, mais avec une Mais petite marge dessus, c'est pas tant le problème. plutôt Vous que savez que de c'est pas le problème de produire la des marge, chaussures. hein. Ah ben, ah si, excusez-moi, si, justement, mais j'en ai parlé avec cette dame. C'est que justement, où on produit en petite quantité avec une grosse marge, parce que ce sont des produits à grosse valeur ajoutée, parce que c'est du fait sur mesure, voilà, c'est donc une très très grosse valeur ajoutée. Effectivement, ça crée beaucoup de richesse, mais on crée pas de biens, on en crée très très peu. Ou on produit beaucoup de chaussures, mais il faut en produire beaucoup et avec une toute petite marge dessus. Mais ça permet d'acheter des chaussures accessibles. Je vis la même chose, j'ai eu le même débat, j'en ai parlé avec elle, sur la production des bouteilles. Vous savez qu'aujourd'hui, les viticulteurs ont du mal à acheter des bouteilles de verre pas chères pour mettre leur vin en bouteille. Parce qu'on a un groupe qui s'appelle Veralia, qui a été acheté par le fonds de pension Apollo, qui a fait le choix de fermer des fours pour produire moins. Et ils ont préféré investir dans la production de bouteilles de cognac dessinées, hyper chères, avec des bouteilles qui valent plusieurs centaines d'euros. Ils ont réduit la production de bouteilles classiques qui coûtent quelques centimes d'euros pour investir dans la production de bouteilles à forte valeur ajoutée. C'est ça qui tue la France. C'est ça, c'est ces choix-là mortifères. Celui du coût du capital, de la marge énorme, alors qu'on pourrait très bien produire en France en baissant le coût du capital, le loyer de l'argent, baisser le loyer de l'argent pour faire en sorte de produire ici. Alors, vous savez quand même que ce qui s'exporte le mieux aujourd'hui dans les produits français sont les produits à forte valeur ajoutée, malgré tout. Quand on regarde les vins et spiritueux, par exemple, bah, ce sont les Bordeaux, les Champagnes, les Bourgognes qui s'exportent bien, et c'est pas des vins sans appellation contrôlée, vous voyez. Oui, mais la valeur ajoutée, c'est quand même ce qui fait la force de l'économie d'un pays. Mais on peut aussi décider de baisser justement les marges sur tous ces produits dont nous avons besoin en France et produire en France ce dont nous avons besoin, nous tous, et modestement. Des chaussures, du textile, des vêtements, des voitures, des machines à laver, des frigos. Enfin, ça vous est pas arrivé, vous, que votre frigo est tombé en panne et puis là, vous cherchez un frigo français. On n'en trouve plus. On trouve plus tous ces produits de consommation qui pourtant étaient produits avant ici. Faisons-le. Est-ce que vous pensez que vous avez, il y a une différence entre vous et Jean-Luc Mélenchon dans le rapport? Ça, c'est une question qui nous est posée par Alan.nsr vis-à-vis des entrepreneurs. Oh, je pense que nous avons beaucoup de points de convergence, notamment sur le fait qu'il faut pouvoir conditionner les aides publiques aux entreprises. Et d'ailleurs, à gauche, nous sommes beaucoup à dire ça. Les entreprises ont reçu à peu près 150 milliards d'euros d'aides publiques. Une grande partie est allée entre les mains d'ailleurs de grands groupes. Et quand on voit aujourd'hui, et les petites entreprises ont été aidées, mais plus modestement, et quand on voit que ces grands groupes qui ont reçu toute cette aide publique, ces exonérations de cotisations, etc., que ces grands groupes aujourd'hui réalisent des bénéfices records, 137 milliards d'euros de bénéfices en 2021, franchement, je me dis, ils pourraient participer, oui, à l'effort de redressement des comptes de la nation. Ils pourraient payer des impôts un peu plus élevés. C'est quand même notre argent qui est allé dans ces entreprises et qu'aujourd'hui, une partie va aller dans les poches des actionnaires. C'est quand même incroyable. La moitié de ces bénéfices va être distribuée en dividendes. Ils ont reçu des dizaines de milliards d'euros d'argent public. Donc là-dessus, nous nous retrouvons et c'est une bonne chose. Alors, une autre question de Malak Kotska. On parle des auto-entrepreneurs, s'il vous plaît. Il est très compliqué de démarrer en France aujourd'hui pour les jeunes à ce niveau. Quelles seraient vos idées donc on imagine pour les aider? Les auto-entrepreneurs est un statut qui, pour moi, peut être utile pour démarrer dans une profession, pour se lancer, pour se faire une clientèle. Mais pour moi, c'est pas un statut qui doit vivre dans le temps. Je préfère le statut d'entreprise classique et que tout le monde soit à égalité, parce que le statut d'auto-entrepreneur ne garantit pas pour ceux qui font ce choix-là d'avoir une bonne retraite, d'avoir accès à la santé. Ils sont obligés de cotiser auprès d'assurances privées et c'est extrêmement regrettable. Donc le statut d'auto-entrepreneur,
Oui, mais pendant un temps, et je préfère moi plutôt faire en sorte que tous ces jeunes, tous ces salariés qui ont du talent, eh bien, puissent le mettre au service ou d'une entreprise ou de créer leur entreprise et qu'on les accompagne vraiment et qu'ils puissent toucher un salaire avec des cotisations et une bonne retraite derrière. Il y a Mongo Roméo, j'espère que je prononce bien, qui demande ce que vous pensez des régimes spéciaux. C'est quoi? C'est les régimes alimentaires? C'est Je végétarien? pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Il y a une grève demain, par exemple. Eh bien, écoutez, ces régimes spéciaux, c'est tout simplement des salariés comme à la SNCF ou à la RATP ou à EDF, où les salariés cotisent plus que nous pour pouvoir accéder à une bonne retraite. Et c'est un bon choix. Et moi, je pose la Mais, question mais, à mais l'État bouche les trous quand il y a des trous. il bouche les trous, il prélève surtout. Vous rigolez ou quoi? Non, mais vous savez pas ce que fait l'État à la SNCF, à la RATP et compagnie. Non, mais il bouge pas les trous, il ouvre à la concurrence, il privatise, il vend. Et donc, regardez les gares qui ferment, les lignes qui ne sont pas rénovées. Vous savez ce qu'elle propose, Madame Pécresse, à la RATP? C'est énorme. Elle propose le 13e mois de travail en plus. C'est pour ça qu'ils sont en grève, les agents de la RATP. Elle propose dans les discussions qu'ils travaillent un mois de plus sans salaire en plus. C'est pire que Sarkozy qui lui disait travailler plus pour gagner plus. Avec elle, c'est travailler plus, mais sans rien gagner de plus. Franchement, non mais dans quel monde on vit quoi? Et après, on va s'étonner que ces boulots ne sont pas attractifs et qu'on a du mal à recruter. Ça va. Une question de Evan ORTG, point ORTG. Est-ce que vous ne pensez pas que les grandes multinationales pourraient partir du pays, de la France donc, avec l'augmentation de leurs impôts que vous proposez? Merci, dit Evan ORTG. Bien, avant, il y avait l'ISF et tous les ans, d'ailleurs, il y avait plus de personnes qui payaient l'ISF et donc l'ISF n'a jamais provoqué de Là, on parle des l'évasion. Et entreprises. concernant, et j'y viens, mais c'est parce que c'est la même logique et j'ai les mêmes questions sur l'ISF. Et concernant les multinationales, en fait, les multinationales, c'est des actionnaires. C'est pas le siège, il va rester ici. Ce qui est important, c'est pas le siège. Ce qui est important, c'est le capital. Et le capital aujourd'hui, mais il voyage déjà tout plein. Le capital, il n'est pas là. Quand je vous parle du fonds de pension Apollo, c'est un fonds de pension américain. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est que ces fonds de pension, ces actionnaires, qu'ils soient étrangers, français, d'où qu'ils viennent, c'est que tout ce qu'ils produisent en France, dessus, ils payent des impôts comme n'importe quelle entreprise, comme l'entreprise de maçon, comme le couvreur, comme l'artisan, que eux payent leurs impôts ici et qu'ils ne font pas de l'optimisation fiscale. Et donc, c'est ça qu'on doit faire. Ils ne vont pas s'échapper, vous inquiétez pas. Ils vont rester là parce qu'ils font des belles marges en France, justement. Moi, je demande juste de la justice fiscale. Toto.WLMT demande si vous voulez, on parle, j'imagine, de relocalisation industrielle, si vous voulez une relocalisation à l'échelle nationale ou européenne. Les deux, vous êtes pour Les deux, mon capitaine. Non, il ne faut pas choisir. D'abord parce que je ne suis pas pour un repli de la France sur ses frontières sans se préoccuper des autres. Mais je pense qu'on a sur un territoire de 450 millions d'habitants, il y a besoin de répondre à tout le monde et qu'on n'est pas obligé de mettre en concurrence les travailleurs et les pays, comme c'est le cas justement avec l'Europe libérale que nous avons et les traités européens qui nous ont mis en concurrence. Créons toutes les conditions pour relocaliser en Europe et en France, tout ce qui est parti en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et essayons de créer les conditions de vendre et de produire ici ce que nous consommons ici. Voilà. Et donc, je suis pour protéger le marché intérieur et de l'Europe et de la France, ensemble. Juan.Macias 912 qui demande est-ce que vous aurez une politique antitrust comme Joe Biden essaie de l'avoir aux États-Unis pour limiter la puissance économique des GAFAM et des autres grands groupes?
Oui, oui, il faut le faire. Il faut arrêter ce monopole détenu par ces grosses puissances numériques qui ont beaucoup de pouvoir concentré dans leurs mains. Oui, la question ou de leur démantèlement ou de prise de participation dans leur capital ou de limiter leur expansion. Toutes ces questions-là doivent se poser. Et d'ailleurs, bon, Biden dit ça, mais il est aussi de ceux qui disent qu'il faut limiter l'impôt sur ces grandes boîtes à 15%. Franchement, alors déjà aujourd'hui, elles n'en payent pas beaucoup, mais 15%, c'est vraiment pas élevé. Quand je vois ce que paye comme impôt une PME, on leur fait quand même encore et toujours de beaux cadeaux. Enfin, 15%, vous savez que c'est le minimum, hein. C'est pas, Oui, bah c'est justement. pas la norme, c'est juste un minimum, comme le Ouais, salaire ouais, minimum. Vous souhaitez pas ouais, que tout le monde soit payé au ouais, salaire mais minimum, c'est un peu non, la mais même chose. aujourd'hui, en France, elle payait 31% avant. Le gouvernement le baisse à 27, et si on les écoute, demain, elles payeront 15. Non, mais ça va, ouais. Alors, il n'y a plus aucune rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Et ce sont des entreprises, Google, Amazon. Enfin, on va baisser les impôts d'Amazon. Vous rigolez ou quoi? Et le Euh, gars, il se paye des voyages dans l'espace. Franck Verratti demande si vous irez jusqu'à proposer une réforme de la fonction publique en limitant les administratifs et en mettant plus de moyens sur le terrain, entre parenthèses, des profs, des infirmiers. Donc voilà, en fait, il faut concentrer l'effort dans la fonction publique sur ceux qui font et pas sur ceux qui managent, si je comprends bien la question. Ouais, bon, il y a trois fonctions publiques, hein, hospitalière, Tout à fait. d'État et territoriale. Et quand on investit dans la fonction euh, publique hospitalière, oui, c'est pour embaucher, former, embaucher et mieux rémunérer et avoir de meilleures conditions de travail des gens qui seront dans les hôpitaux, sur le terrain, forcément. Pareil pour l'enseignement. Je souhaite le recrutement de 90 000 enseignants, donc former, recruter, euh, améliorer leur salaire, que j'augmenterai de 30%, on l'a dit au début, mais parce qu'on a besoin d'améliorer les conditions d'études de nos enfants. Et donc, c'est sur le terrain que ces emplois seront déployés. Et d'ailleurs, la proposition que je fais, c'est que 500 000 emplois en 5 ans, donc ça se programme, ça se planifie, et je propose un pré-recrutement selon les emplois ou au niveau du bac ou au niveau de la licence, et en étant formés, ces personnes recevront un salaire. Ils recevront un vrai salaire pendant leur temps de formation. En échange, je leur demanderai de signer un contrat les engageant de travailler pendant 10 ans pour les services publics. On sait que l'éducation nationale a beaucoup de mal à recruter des enseignants. Enfin bon, Ah ouais. Mais vous aujourd'hui, savez combien est payé un enseignant quand il débute? Il est précisément, payé, non, je un vois pas. enseignant, quand il débute, il a 1600, 1700 euros net. Le plus beau métier du monde. Et vous trouvez ça normal, vous? Vous ne pensez Donc pas vous que pensez qu'il là, faut que c'est en revalorisant les salaires qu'on rendra le métier plus attractif. revaloriser les salaires, oui, et reconsidérer ces métiers comme étant importants, essentiels. Mais c'est le cœur de la nation, de la République, investir dans l'école. Mais c'est d'une responsabilité gravissime de la part de tous ces gouvernements, de gauche et de droite d'ailleurs, qui ont abandonné notre éducation nationale, livré les professeurs dans les écoles avec des métiers, des salaires aussi bas. Et aujourd'hui, avec en plus une pression sur le dos, ils ont toujours besoin, ils ont des programmes qui sont réévalués tous les ans, des réunions, des responsabilités qui s'accumulent. Ils passent moins de temps d'enseignement. Voilà ce qu'ils me disent. Ils passent moins de temps avec les enfants. Moi, je veux qu'ils puissent consacrer plus de temps à l'enseignement sans augmenter leur temps de travail et avec une Alors meilleure rémunération. j'ai une question qui a rien à voir, hein. Emmanuel Robert Raubert ou Rauber en tout cas, qui demande sont quoi les news, j'imagine c'est quoi vos idées concernant les crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies? C'est comme ça que je comprends la question en tout cas. Ouais, les crypto-monnaies, je suis pas un grand fan, hein. Je dirais même pas un fan du tout parce que, bon, déjà, la bourse, c'est pas mon top. Mais alors là, c'est de la monnaie virtuelle. Virtuelle. J'ai peur que beaucoup de monde
en jouant à ça, joue un peu au loto. Alors, on peut y gagner, mais on peut y perdre aussi beaucoup. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de transparence sur l'utilisation de ces fonds qui sont levés et voilà, et savoir à quoi ils servent. Moi, je suis plus fan de Et vous êtes l'économie plus sur la ligne réelle. de la Chine qui veut les interdire totalement ou... Je suis plus sur l'interdiction de cette finance virtuelle parce que moi, je suis plutôt un gars concret, quoi. J'aime bien l'économie réelle, l'argent réel, dans la production réelle et dans des salaires réels. Voilà, c'est tout. Bon, après, c'est mon côté un peu concret, hein. Mais le shadow banking, c'est-à-dire la banque de l'ombre et l'économie virtuelle avec la crypto-monnaie, c'est pas ma tasse de thé. Question très concrète de Maël Dumais, 78. Est-ce qu'avec vous, le permis de conduire sera gratuit pour les moins de 25 ans? Oui, c'est une proposition que j'ai faite pour défendre le droit à la mobilité, notamment dans la ruralité, mais pas que d'ailleurs, parce que depuis que j'ai fait cette proposition, beaucoup de jeunes m'ont témoigné, y compris dans les banlieues, leur difficulté de pouvoir accéder à un emploi faute d'avoir un permis de conduire. Et pourtant, il y a des transports collectifs. Et donc, ce serait une mesure de justice que de permettre à tous nos enfants d'avoir accès à un permis de conduire gratuit à partir de 25 ans. D'ailleurs, ça existe déjà un petit peu, mais avec plein de conditions, en passant par Pôle emploi. Des fois, c'est des villes qui le proposent, des départements, des régions. Eh bien, écoutez, faisons-le par tout le monde. Ça coûte 2 milliards d'euros. Ça aidera nos jeunes à mettre le pied à l'étrier et tout le monde pourra justement être à égalité pour le travail. C'est ma dernière question et après on arrête là. Vous avez vu égrener un certain nombre de propositions qui coûtent. Certaines sont censées rapporter, mais globalement, ça coûte. Vous avez évalué le coût global de toutes les mesures que vous avez décidées, que vous aimeriez mettre en place? Oui, je propose d'augmenter le budget de l'État de 120 milliards d'euros dès la première année, en créant des emplois, notamment dans la fonction publique, en relocalisant l'industrie, en créant des emplois dans l'industrie. Nous allons redonner des ressources nouvelles à la sécurité sociale, ce qui permettra de répondre aux besoins du pays, notamment en matière de santé. En faisant l'égalité salariale femmes-hommes, en permettant aux femmes de gagner autant que les hommes pour un travail égal. Nous allons là aussi réparer une injustice énorme, mais tout de suite, ce sera des cotisations supplémentaires, 5 milliards et demi, dans les caisses de retraite pour notre système de retraite. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas voir ce que ça coûte, il faut voir ce que tout cela rapporte et c'est important pour l'avenir de notre pays. Merci Fabien Roussel, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt et merci à vous, tous bonne soirée pour votre et merci à tous participation et d'avoir vos suivi. questions. Merci, Au au revoir. revoir.